d'équerre pour vous parler. Donc je suis content de vous retrouver dans ces lieux chargés d'histoire. Il se trouve que j'ai bien connu Stéphane Hessel depuis très longtemps, puisque j'ai commencé dans le social en m'occupant des étrangers. C'est un sujet cher à son cœur. C'était bien avant l'église Saint-Bernard, hein, dans les années, à la fin des années 80. Et donc placer cette discussion, parce que moi je ne vais pas vous parler très longtemps, le tout c'est plutôt d'avoir un échange avec vous, sous les auspices de Stéphane Hessel, c'est bien, enfin moi ça me rajeunit un petit peu, et donc c'est une deuxième source de remerciement. Moi j'ai prévu de vous dire quelques mots sur les réformes dans le secteur social, sous un angle peut-être un peu nouveau, qui est la question, mais qui rejoint vos propos liminaires, de la conciliation entre les facteurs de solidarité collectif et la montée d'un certain, je dirais pas d'un certain individualisme, mais d'une approche individuelle de la protection sociale et des régimes sociaux. Enfin, on va y revenir. Et je pense que les éléments de tension aujourd'hui sont plutôt de cet ordre-là qu'ils ne l'étaient auparavant. Alors, à titre liminaire, je dirais que sur les questions de réforme, le social n'échappe pas à une règle française qui est que on s'interroge assez peu sur la raison pour laquelle on réforme, et on plonge directement, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la défense, c'est vrai dans la justice, etc., dans l'organisation et les sous. Voilà. Alors il arrive, j'y reviendrai, qu'on réforme essentiellement pour des raisons financières, au demeurant parfaitement légitimes, mais en règle générale, c'est vrai dans les entreprises aussi, on réforme. Donc voilà, il y a une sorte de mouvement permanent qui fait que le sens de la réforme passe souvent derrière le fait qu'on va réformer, soit de petites choses, soit de grandes choses. Et quand on s'attache aux régimes sociaux, à la protection sociale au sens un peu macroéconomique, il y a au fond deux axes de réforme. Si on prend les 20 dernières années ou les 30 dernières années, pour ne pas remonter au milieu du 19e siècle, il y a d'abord les enjeux économiques. J'y reviendrai dans un instant. Et puis il y a quelque chose d'un tout petit peu différent qu'on voit poindre à travers la réforme en cours ou en gestation de notre système de retraite, qui est un peu plus axé sur l'efficience et l'équité, l'efficacité et l'égalité, voilà. Et qu'on retrouve dans des domaines un peu différents mais tout à fait majeurs de la protection sociale, comme la politique de santé par exemple, ou les questions, elles aussi d'actualité, liées au vieillissement. Alors le registre budgétaire ou financier, il n'est pas anormal de s'y arrêter 2 minutes, puisque, retenez un seul chiffre, hein, les dépenses de protection sociale en France, c'est 1/3 du produit intérieur brut. Voilà, tout rond. Donc ça veut dire que quand la France produit 10 euros, elle consacre 3,50 euros à peu près à la protection sociale. Au sens large, donc sécurité, les 3 branches de la sécurité sociale, maladie, famille, vieillesse, retraite, et l'assurance chômage et les dépenses sociales des collectivités locales. Bon, on est de très loin, tout juste derrière le Danemark, qui a quand même un système un peu différent du nôtre, essentiellement financé par l'impôt. Les plus gros contributeurs aux régimes sociaux, en tout cas par le biais de financement public. Voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle le débat chez nous, en tout cas depuis au moins les ordonnances de 67, qui commencent à dater un petit peu, vous en conviendrez, c'est souvent articulé, organisé autour de l'idée de faire des économies, en tout cas d'infléchir la pente des dépenses, c'est-à-dire plutôt de dépenser un peu moins que ce qui était prévu, avec une croissance mesurée. Et c'est notamment quelque chose qui a traversé toute l'histoire de l'assurance maladie depuis une 50aine d'années. Et puis il y a des questions d'efficacité, d'efficience, d'équité. Alors l'efficience, ça embarque aussi des notions économiques, évidemment. Donc l'idée, c'est de faire mieux avec autant ou de faire la même chose avec moins, ce qui est beaucoup le cas notamment dans la sphère hospitalière en ce moment. Mais il y a aussi des questions d'équité, d'égalité. Par exemple, si le débat autour du vieillissement rebondit de manière un peu cyclique, c'est non seulement du fait de la loi D1 de la démographie qui fait que nous vieillissons, nous sommes dans une société vieillissante,
mais qu'il y a objectivement un angle mort dans cette politique aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle le reste à charge des personnes âgées, notamment celles qui sont hébergées en établissement, en maison de retraite, qui est un reste à charge qui devient de plus en plus intolérable. Et donc, à échéance régulière, les pouvoirs publics, quelle que soit d'ailleurs leur orientation partisane, il faut bien le remarquer, même si le social penche toujours un peu plus d'un côté que de l'autre dans notre pays, on y reviendra, se penchent sur cette problématique et essaye de trouver des solutions, alors soit assurantielles, soit solidaires, avec la journée de solidarité consécutive à la grande sécheresse de 2003, soit d'une autre manière. Alors, je voulais revenir sur cette problématique de l'individualisation des droits sociaux, parce que je pense que c'est une grille de lecture assez intéressante. Je commencerai par rappeler qu'il y a toujours eu un certain équilibre, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, entre solidarité, socle collectif de droits sociaux et individualisation des droits sociaux. Depuis toujours, on a une protection sociale qui est assez familialiste dans notre système, et pas uniquement parce qu'elle comporte les prestations familiales. Quand on regarde la situation d'un individu, au regard de l'assurance maladie ou au regard de la retraite, par exemple, de ses droits à retraite, on va s'intéresser à cet individu, homme ou femme, et à son environnement familial. A-t-il élevé des enfants? Est-il marié ou vit-il en couple? A-t-il ou a-t-elle charge d'âme, etc., etc. Donc il y a une certaine forme d'individualisation, c'est-à-dire que ce n'est pas 10 euros pour tout le monde ou 1000 euros pour tout le monde, type revenu universel, on y reviendra si vous voulez, et on passe à autre chose. Donc toujours, la réglementation sociale française qui est d'une infinie complexité pour cette raison, et pas uniquement parce que les gouvernements ou les parlementaires ont un tempérament joueur, s'est attachée à définir des critères qui permettent de cerner au moins des catégories d'individus. C'est vrai de l'assurance chômage, on n'indemnise pas les chômeurs de manière forfaitaire, on va regarder quel était leur salaire, quelle est leur ancienneté, combien ont-ils cotisé, quel est leur statut, etc., quel est leur âge aussi, le cas échéant. Et donc il y a toujours eu cette dose d'individualisme, ou d'individualisation plus exactement, dans nos régimes sociaux. Et il y a en parallèle un cadre collectif, qui est celui de la répartition, qui fait que, et c'est tout le génie du plan de Pierre Laroque en 1944-45, dans nos régimes sociaux, les cotisations encaissées aujourd'hui servent à payer les prestations aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Donc on est dans un système où ce qu'on appelle la capitalisation, on y reviendra aussi si vous voulez, a encore peu de place. Tout notre système est un système de répartition. Ce sont les cotisations des entreprises, des salariés et des autres catégories d'actifs encaissées au mois d'octobre qui vont permettre, selon des dates différentes d'ailleurs, de payer les prestations de sécurité sociale ou de protection sociale ou d'assurance chômage fin octobre ou début novembre selon leur système. Donc, vous voyez, on a un système qui est collectif, qui est macroéconomiquement collectif et qui d'ailleurs, s'il ne l'était pas, disparaîtrait, puisque évidemment les risques sociaux à 35 ou 34% de PIB sont inassurables par d'autres que la protection sociale, mais qui en même temps essaye d'affiner les modalités de couverture aux besoins, autant que faire se peut, des individus. Alors sur la non-assurabilité du risque, je vous livre, il y a prescription, donc je peux le dire, un souvenir de jeunesse. Je me rappelle avoir discuté il y a fort longtemps avec M. Bébéard, à l'époque où AXA était encore une petite société d'assurance, qui nous avait dit, on était plusieurs, je veux bien prendre en charge l'assurance maladie au premier franc. On lui avait dit banco, vous savez, comme dans l'histoire de Coluche avec l'échange des barils d'Ariel. Et puis il s'est vite rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner, on n'en a plus entendu parler. Seule la puissance publique, à travers les régimes de protection sociale, peut assumer un tel volume de dépenses. Donc retenez que les dépenses de santé au sens large, c'est à peu près 10 points de produit intérieur brut par an, et que les dépenses de retraite, c'est 14 points. Donc sur mes 34-35%, on a déjà 24-25% qui sont liés à ces deux grands blocs. Donc première remarque, on a toujours vécu dans un système assez mixte entre une approche plus individuelle et un cadre collectif. D'ailleurs, d'une certaine manière, ça a commencé dès la Libération, puisque le plan Laroque reposait sur le principe des 3 U, unité, uniformité, universalité. Unité, un seul régime de protection sociale. Uniformité, les mêmes droits pour tout le monde et les mêmes devoirs. Universalité, on couvre tout le monde. Ce que nous avons réussi collectivement depuis lors, c'est l'universalité.
universalité des prestations familiales en 1978, ça commence à dater, c'est-à-dire que tous les Français, quelle que soit leur profession ou leur absence de profession, ont les mêmes droits en matière ont les mêmes droits familiaux, puisque la famille n'est pas un risque a priori. Universalité aussi de l'assurance maladie grâce à la CMU et aux réformes du précédent quinquennat qui ont créé ce qu'on appelle la protection universelle maladie. Désormais, vous êtes assuré social en matière de maladie ou contre la maladie ou en matière de santé à raison de votre résidence et plus de votre catégorie professionnelle ou de votre statut. Vous résidez en France, vous êtes français ou étranger, vous résidez en France de manière régulière au sens juridique du terme, vous êtes assuré à l'assurance maladie et il n'y a plus de notion d'ayant droit, etc. Tout le monde l'est à ce titre-là, y compris évidemment les personnes qui ne travaillent pas et qui auparavant étaient simplement ayant droit. Donc les 3U ont vécu très vite puisqu'on a fait l'universalité, mais l'unité et l'uniformité, ça a duré 1 an, puisque les régimes spéciaux de retraite datent de 1946. Dès 1946, plusieurs grandes catégories socio-professionnelles, notamment les indépendants et les agriculteurs, les exploitants agricoles, ont dit nous, on ne veut pas rentrer dans le régime général, on préfère avoir une protection sociale plus réduite que les salariés et payer moins de cotisations. Et c'est parti comme ça, les régimes spéciaux, et nous sommes aujourd'hui à la tête de 37 régimes de retraite, record du monde battu, d'où la réforme sur laquelle, si ça vous intéresse, on pourra revenir dans un instant. Alors, ce qu'on peut dire en deuxième point, c'est que cette tendance à l'individualisation, elle est quand même plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Hier, on avait une certaine forme d'équilibre. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de glisser petit à petit vers une approche plus orientée encore vers l'individu que ça n'était le cas jusqu'à présent. Alors, les symptômes de cela, c'est la mise en place d'un certain nombre de nouveaux dispositifs, dont un cher à mon cœur qui est le compte personnel d'activité. Donc l'idée c'est que chacun dispose d'un compte sur lequel vont transiter un certain nombre de droits sociaux et l'idée de ce compte c'est que d'une part on y voit plus clair dans le montant des droits et d'autre part ces droits puissent être mutualisés, mobilisés et circuler à la demande de la personne auquel ils appartiennent. Par exemple, il y a une donnée très importante là-dedans qui est la question des temps, compte épargne-temps, éventuellement retraite, éventuellement droit à congé, éventuellement congés parentaux. On voit bien que dans la société française actuelle, l'un des paradoxes que nous avons à affronter, c'est que, en particulier dans la vie active, les populations ou les classes d'âge qui auraient le plus besoin de temps ont celles qui en ont le moins. Et les populations qui ont un peu moins besoin de temps sont celles qui en ont le plus. Bon, je caricature un peu, mais c'est vrai qu'en particulier pour les femmes, sur lesquelles pèse quand même toujours, malgré les déclarations enflammées des uns et des autres, l'essentiel des charges de conciliation vie familiale, vie professionnelle, si vous considérez par exemple des femmes qui ont une trentaine d'années et qui sont au début de leur carrière ou dans les premières années de leur carrière, elles n'ont pas de temps, très peu de temps. Voilà. Et donc cette idée du CPA, c'était de rendre possible la mobilisation du temps, soit pour faire une pause, soit pour s'occuper le cas échéant de sa famille, soit pour mener à bien un autre projet professionnel. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'évidemment, tout le monde n'a pas exactement les mêmes droits, puisque le compte est orienté vers la personne. Plus proche de nous, le compte personnel de formation, qui a été créé en 2015 et qu'on est en train de développer. Je dis on, puisque il se trouve que c'est la Caisse des dépôts qui le gère. Compte personnel de formation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 1 an d'ici, chaque salarié, chaque demandeur d'emploi et à terme, chaque indépendant, chaque fonctionnaire aura un compte doté de 500 € par an. Donc pendant 10 ans, ça fait 5 000 €. S'il est au chômage, ça sera 800 € par an et pendant 10 ans, 8 000 €, qui lui permettra de définir son projet professionnel, de repérer la formation qui correspond à ce projet professionnel, de s'inscrire dans la formation de son choix et de déclencher le paiement et d'y aller. C'est quand même une approche un petit peu radicale quand même. Bon, personnellement, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Je vous dirai après quels sont les dangers auxquels il faut veiller à travailler.
Mais ça repose quand même beaucoup sur l'idée que c'est la personne, fût-elle accompagnée, qui est en face de son projet, ce qui suppose déjà qu'elle les définit de manière solide, et qui va devoir faire, encore une fois, avec un accompagnement, mais qui va quand même devoir faire un certain nombre de démarches. Et au-delà du caractère éventuellement un peu excluant ce qu'on appelle aujourd'hui le digital ou le numérique, c'est plutôt le fait que la personne soit un peu face à elle-même qui est un peu à nouveau, alors qu'auparavant on raisonnait évidemment sur des grandes masses avec des formations collectives. Tout ça n'était d'ailleurs pas d'une efficacité en état laïque de l'enseignement, donc on peut le dire, majeure. Je parle de la formation professionnelle et pas évidemment de la sphère directement éducative. Mais vous voyez qu'on a changé de paradigme. On est dans quelque chose d'un peu plus micro, d'un peu plus sur-mesure, on est un peu moins dans le prêt-à-porter. Et évidemment, le passage au sur-mesure emporte des conséquences et parfois des risques qu'on n'avait pas nécessairement anticipés. Je pourrais vous donner d'autres exemples en la matière. Ce qu'il faut voir, c'est que par exemple les minima sociaux sont de plus en plus individualisés, en fonction évidemment des ressources et des situations des uns et des autres. Et ce qui est recherché dans cette individualisation, c'est au fond plus de lisibilité. Vous avez un compte avec des points ou des sous dessus et des droits qui sont attachés. Chacun regarde son compte comme au fond on peut regarder un compte en banque. Voilà. Chacun, enfin la majeure partie, y compris des assurés sociaux, ont des coordonnées bancaires, ont un compte en banque, peuvent le consulter, peuvent faire un certain nombre d'opérations. Donc il y a de la lisibilité, de la simplicité, puisqu'on n'est plus obligé à ce moment-là de faire le tour de tous les guichets et de coordonner des acteurs administratifs qui se parlent assez peu, malgré leur bonne volonté. Et puis, quelque chose d'un peu nouveau aussi, qui est la capacité à épouser les formes nouvelles d'emploi dans lesquelles, effectivement, on sait bien, notamment que les jeunes aujourd'hui et demain vont avoir 4 ou 5 jobs différents, parfois dans des statuts différents. Ils vont être agents publics, indépendants, salariés, ou tout ça à la fois. Et que donc, il faut que les droits soient portables. Et pour que les droits soient portables, il faut qu'ils soient logés quelque part. Voilà. Il n'y a pas de portabilité immanente. Il faut organiser les choses pour que cette idée de compte prenne une certaine forme de réalité. Si vous vous éloignez du social et qu'on est à la marge entre le social et le financier, pensez à l'épargne salariale, par exemple, si certains d'entre vous connaissent ces mécanismes, ou de plus en plus l'épargne salariale exprimée sous forme de compte avec des mécanismes différents, et où toutes les réformes visent justement à ce que les gens aient plus le choix et puissent changer leur fusil d'épaule, passer d'un compte à l'autre et pas simplement être enfermés dans des mécanismes comme on l'est en matière d'épargne quand on a pris une assurance vie et qu'on ne peut pas en faire un plan d'épargne logement, quoi, parce que c'est pas la même réglementation et qu'à ce moment-là on encourt des sanctions fiscales assez lourdes. Alors ce qui est important là-dedans, ce sont les enjeux. Je pense que le premier enjeu, au fond, c'est de concilier, je reprends vos propos du début, la solidarité avec une certaine forme de ciblage des prestations et des régimes sociaux, ou l'universalité avec une certaine forme d'individualisation. À titre personnel, sous certaines réserves, ça me semble jouable, parce que c'est pas au même niveau que ça se joue. Ce qui doit rester collectif, c'est le socle financier de la solidarité. Par exemple, dans la réforme des retraites qui s'annonce, on peut penser ce qu'on veut des régimes par points, qui d'ailleurs existent largement pour les salariés, parce que je vous rappelle que toute la protection complémentaire des salariés est en points, via l'ARCO et la GIRC. Mais la question de base, c'est au fond comment ces régimes sont alimentés. Et ils sont alimentés par des cotisations, et ils vont prévoir un certain nombre de mesures en matière de solidarité, en cas d'interruption de travail, de chômage, etc. Et donc la question c'est, quel est le vecteur de la solidarité ? Le vecteur de la solidarité, c'est la répartition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le futur régime dit universel permettra à tout actif, quel que soit son statut, de cotiser, et à tout employeur de cet actif, public ou privé, de cotiser à l'intérieur du régime, à ce moment-là, on aura une masse financière qui sera suffisante pour, d'une part, mettre en œuvre des retraites d'un niveau décent, et d'autre part, maintenir les mécanismes de solidarité. Donc, en matière de retraite, la clé, c'est la répartition. C'est vrai aussi
en matière de maladie et en matière de famille. Parce qu'au fond, quand on regarde la protection sociale en surplomb, ce sont les jeunes qui cotisent pour les vieux en retraite, ce qui est bien naturel. Ce sont les bien portants qui cotisent pour les malades, ce qui n'est pas non plus complètement stupide. Et ce sont les familles pourvues de peu d'enfants et de revenus confortables, il y a généralement une certaine corrélation entre les deux, qui cotisent, si je puis dire. Enfin, c'est un peu une vue de l'esprit, ce sont plutôt les entreprises qui cotisent, mais enfin, c'est du salaire différé, tout ça. Donc, ce sont ces familles-là qui cotisent en direction de familles, non pas nombreuses, mais en tout cas un peu plus dans le besoin sur le plan social. Donc, la solidarité est liée au mode de financement des régimes sociaux. Donc, on peut garder, me semble-t-il, ce socle solidaire et aller vers un peu plus d'individualisation des droits. La question étant de savoir jusqu'où. Voilà. Et donc, c'est une question qui n'a pas forcément de réponse très simple. On est au début de cette évolution, mais je la souligne. Parmi les risques que l'on peut voir poindre, je pense qu'il y en a deux qui se rejoignent. Il y a un risque de fracture numérique ou d'accessibilité numérique qui n'est pas nul, qui est assez lié aux questions d'âge et je dirais, de difficultés sociales, on va dire ça comme ça, qui se réduit avec le temps, puisque le taux de couverture de la France, comme des autres pays qui l'environnent, sur le plan numérique ne cesse d'augmenter, y compris à des âges relativement avancés. Mais l'accessibilité numérique, ça n'est pas simplement disposer d'un accès numérique, c'est être relativement à l'aise avec des processus qui deviennent un peu compliqués, même si on les simplifie, qui deviennent compliqués. Moi, j'ai toujours considéré que l'une des grandes réussites de la République en matière numérique, c'est la feuille d'impôt en ligne. Je ne sais pas si vous considérez la même chose, mais enfin, je me rappelle la première quand on l'a lancée en 2001 et où on en est 17 ou 18 ans après. Je ne parle pas de la retenue à la source, je parle de l'outil de la Direction générale des impôts, qui pour une matière aussi complexe que la législation fiscale est plutôt bien fichue, mais qui est la seule grande application sur laquelle aujourd'hui on n'est pas un taux de rejet par la population significatif. On est encore dans des mécanismes, je le vois moi avec nos régimes de retraite, où malgré tous nos efforts, malgré les plateformes téléphoniques, malgré les explications, il y a une sorte de barrière un peu psychologique et qui ne va pas se résoudre dans les 6 mois. Donc, premier sujet qui va vous paraître très terre à terre, c'est bien beau de faire de l'individualisation des droits avec des comptes en ligne, des trucs très designés, très efficaces, etc. Mais si les gens ont du mal à se connecter et à circuler dessus, et en particulier ceux qui sont les plus prioritaires à cet effet, à cet égard, on va avoir une difficulté. Donc le deuxième enjeu qui est lié au premier, c'est l'accompagnement. Alors il y a l'accompagnement par les services sociaux qui font ce qu'ils peuvent, qui souvent font beaucoup, notamment en matière de minima sociaux. Il y a l'accompagnement professionnel, notamment dans ce que j'évoquais tout à l'heure du compte personnel de formation. Pour avoir un projet professionnel, il faut pouvoir en parler. Donc il y a un système qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle qu'on a mis en place en 2013, mais qui n'a pas vraiment pris, sauf dans la sphère très circonscrite de Pôle emploi et des demandeurs d'emploi, mais qui, pour les autres salariés, est quand même inégalement répandu. Il vaut mieux être cadre dans une grande entreprise que non cadre dans une petite, enfin, pour aller vite. Et il y a toujours cet effet un peu de distorsion lié à l'endroit où vous travaillez. Voilà. Un salarié en bas de l'échelle, en début de carrière dans une quincaillerie, s'il en existe encore en province, et ce que je dis n'est pas une critique du secteur de la quincaillerie, évidemment, sera spontanément un peu moins dans ce qu'on appelle aujourd'hui le mainstream de la formation que le jeune ingénieur brillant de chez PSA, qui va avoir un cursus organisé pour les 10 premières années de son parcours. Donc il faut veiller à ça. Donc ça n'est pas une raison pour ne rien faire, parce que si on attendait que tout le monde soit accompagné, on risquerait d'attendre longtemps. Mais je pense que ce besoin d'accompagnement n'a jamais été aussi fort. Et d'ailleurs, c'est un raisonnement qu'on peut étendre à d'autres sujets que la sphère sociale. Il y a besoin d'accompagnement dans la sphère éducative, il y a besoin d'accompagnement et de travailleurs sociaux dans la sphère sociale pour un certain nombre de situations, notamment de jeunes en rupture. Et la France pêche beaucoup, en particulier par rapport aux pays nordiques, par un dispositif d'accompagnement qui comporte plus de trous que de pleins. Troisième remarque
qui peut vous paraître un peu périphérique, mais qui me paraît moi importante, c'est la place du dialogue social dans tout ça. Alors vous savez, on est dans une phase où le Nouveau Monde nous explique que le dialogue social est une perte de temps. Bon, moi je fais partie de l'ancien monde, donc je pense que le dialogue social n'est jamais une perte de temps, même si c'est pénible parfois, et je sais de quoi je parle, que ce soit dans l'entreprise, ou dans une administration ou au niveau national. Essayer de se mettre d'accord, c'est compliqué, hein, voilà. Donc moi j'ai un raisonnement relativement simple, c'est que les réformes sociales peuvent échouer à l'issue d'un dialogue social qui n'aura pas pris. On a tous des exemples de choses qui ont capoté pour des raisons légitimes, qui n'étaient pas imputables à tel ou tel. Moi, j'ai connu entre 2012 et 2017 beaucoup de succès et quelques échecs, parce qu'à un moment donné, les partenaires sociaux ne se sont pas mis d'accord. Et ce que je sais, c'est qu'une réforme qui n'est pas adossée à du dialogue social ne peut pas fonctionner dans la durée. Alors le dialogue social, c'est pas simplement le club des 8 ou le clan des 8, comme on l'appelle aujourd'hui, qui se réunit nuitamment au Conseil économique et social. C'est tout le dispositif de discussion au niveau interprofessionnel, au niveau des branches, au niveau des entreprises, et parfois un peu plus bas que l'entreprise dans les établissements. On voit bien que toutes les réformes doivent être un peu structurées, doivent être expliquées, et que surtout les intérêts des uns et des autres doivent être défendus. Il m'arrive suffisamment souvent d'être en désaccord avec certaines organisations syndicales bien connues des services pour ne jamais oublier que leur rôle est fondamental et que si elles n'étaient pas là, on ne sait pas très bien qui parlerait à leur place. Une organisation étatique ou nationale ou dans un grand pays industrialisé comme le nôtre qui ne repose pas en partie sur des corps intermédiaires tout en connaissant les limites est quelque chose qui peut assez vite dériver vers d'autres formes de démocratie ou de populisme. Vous voyez, il y a aussi un enjeu politique dans tout ça, hein, à l'heure européenne. Les grandes démocraties européennes se sont organisées quand même historiquement autour du dialogue social, même si chez nous le dialogue social ne se porte finalement pas si bien. Je conclurai en abordant un point un peu d'évolution qui ferait peut-être un peu la synthèse de tout ça. Lorsque j'étais à France Stratégie, on avait beaucoup travaillé, ça avait un peu eu d'écho à ce moment-là, puis on est passé à autre chose tous, sur ce qu'on appelait la protection sociale des actifs. C'est-à-dire l'idée dont la réforme des retraites est en partie issue. L'idée que désormais, il allait falloir revenir un peu à l'universalité, si possible à l'unité et à l'uniformité, uniformité étant celle des droits et des devoirs, hein, bien entendu. Et donc la protection sociale des actifs, c'est peut-être aussi ce qui a pu inspirer le fait un peu curieux qu'on veuille étendre l'assurance chômage à des gens qui démissionnent ou aux travailleurs indépendants, mais c'était un peu ça. C'est l'idée qu'au fond, ce qui conditionne l'accès à la protection sociale, c'est l'activité, et que peu importe le statut. Et que durablement, on doit sortir d'un système dans lequel, selon que vous êtes gardien de la paix, agent de maîtrise dans une entreprise, instituteur, exploitant agricole ou jeune avocat débutant, pour ce seul motif, vous allez avoir une protection sociale totalement différente de l'ensemble de vos voisins. Soit que vous soyez moins couvert en ayant moins de cotisations, soit que vous soyez mieux couvert en cotisant davantage, soit pour certains que vous soyez dans la situation la plus paradoxale, c'est de payer beaucoup pour pas grand-chose, ou d'être très bien protégé pour pas grand-chose. Bon, voilà. Et donc, c'est particulièrement flagrant en matière de retraite, ça l'est un peu moins, je l'ai dit, en matière de famille, pas du tout en matière de famille, un peu moins en matière de santé, mais cette idée d'aller vers un régime social qui engloberait tous les Français et qui permettrait évidemment, à travers ces systèmes de compte un peu bien, si possible bien maîtrisés, d'aller plus vers leurs besoins individuels, mais sur des bases totalement égalitaires, c'est quelque chose qui parle. Si la réforme des retraites semble, ça va peut-être pas durer d'ailleurs, mais on verra, pour l'instant rentrer dans l'atmosphère de manière étonnamment calme, alors que par ailleurs il ne vous a pas échappé que le contexte politique général ne l'est pas tout à fait, c'est parce que, me semble-t-il, en tout cas depuis la campagne présidentielle, l'idée acheminée du 1 euro cotisé égale les mêmes droits, et que les gens sont très favorables à ça, jusqu'à ce qu'ils découvrent éventuellement qu'ils vont y perdre, ou que d'autres vont gagner plus qu'eux. Hein. C'est comme ça que ça risque de se terminer. Mais cette idée générale, droits et devoirs, équité, et je ne suis pas moins bien traité que mon voisin, est quelque chose qui
à mon avis, progresse dans les esprits. Dernier mot sur le revenu universel, puisque c'est un sujet qui revient en boucle. Moi, j'ai toujours été hostile au revenu universel et je vais vous dire pourquoi. Quand un dispositif est défendu par des formations politiques ou par des cercles idéologiques et doctrinaux éminemment respectables qui ne sont d'accord sur rien, c'est qu'il y a une paille dans l'acier. Alors quelle est cette paille ? Vous avez en fond deux manières de faire. Vous avez l'option libérale et l'option 1793. Quoi. Alors l'option libérale est assez simple, elle consiste à dire on met en place un système de 600, 700, 1000 euros, donc c'est un peu à votre bon cœur, pour tout le monde, riches et pauvres, voilà, avec cet argument massu qui est que évidemment 1000 euros pour le smicard c'est plus que 1000 euros pour le PDG. Alors on a beau se demander pourquoi donner 1000 euros pour le PDG, c'est pour des raisons de simplicité, voilà, chaque Français a 1000 euros. Mais l'astuce, c'est qu'on débranche les régimes sociaux solidaires. C'est-à-dire, c'est 1000 euros, et puis sauf accident de la vie majeur, on ne vous accorde plus à ce moment-là les mêmes droits, en tout cas des droits très réduits, à l'assurance maladie, à la politique familiale, voire même à la retraite. Bon. Et puis vous avez l'option généreuse, à l'infini, qui était d'ailleurs portée par, en partie, caricaturer ses positions par Benoît Hamon, qui consiste à ne rien changer à la protection sociale et à rajouter système. Coût pour la République, 300 milliards d'euros. Bon, donc effectivement, il fallait se motiver pour se dire qu'on allait dégager 15 points de PIB à ajouter aux 35 précédents. Donc on avait d'un côté un système, à mon avis, hautement toxique pour les régimes sociaux, et de l'autre quelque chose qui était beaucoup plus généreux, qui pouvait justifier, mais qui était insoutenable du point de vue économique. Voilà. Alors ce débat va-t-il rebondir peut-être à minima, puisque en fait ce que le gouvernement est en train de concevoir, c'est un revenu universel, mais qui serait plutôt le rapprochement de certains minima sociaux actuels pour mettre un peu d'ordre, notamment dans les critères d'éligibilité qui sont différents selon que vous percevez l'âge si vous êtes handicapé, le RSA si vous êtes dans le besoin, ou d'autres minima sociaux liés notamment au vieillissement, notamment l'allocation personnes âgées, l'APA. Voilà. Mais je cite ce débat puisque en fait, le débat sur le revenu universel traverse un peu ce que je disais tout à l'heure sur est-ce qu'on est dans le collectif, est-ce qu'on est dans l'individuel, est-ce que c'est chacun selon ses besoins, chacun selon ses moyens, ou chacun la même chose. Est-ce que l'égalité c'est le forfait, voilà. Est-ce que l'équité c'est le forfait, et est-ce que le fait de renvoyer chacun à un maniement des nouveaux outils d'accès à la protection sociale sans accompagnement est la voie la plus éclairée vers l'égalité. Donc derrière la protection sociale, il y a toujours des enjeux de société sur lesquels je trouve on peine, alors je vous félicite de le faire, à s'interroger, et que on lance assez rarement dans le débat public, sauf à certaines occasions politiques, parce qu'il y a une grande campagne présidentielle, etc. Et on n'en parle pas beaucoup. Et je terminerai sur l'Europe. Une des plaies de la construction européenne, c'est que dans ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est-à-dire au fond dans l'espace des traités, il y a très peu de social. Le social dans les traités, c'est quoi ? C'est le prix des produits de santé, bon, la sécurité sanitaire, ce qui n'est pas négligeable quand même. Et donc c'est très technique, c'est des services qui sont au Luxembourg et qui norment un certain nombre de produits. Vous le voyez par exemple sur les questions d'environnement, ce qui est très important, enfin on est un peu loin de la protection sociale. C'est la santé au travail, ce qui est très important, qui d'ailleurs a été mise au point par les Français qui ont réussi à exporter dans l'Europe maintenant des 27 beaucoup de normes qui ont été inventées dans les années 60 en France. Ce sont des règles que j'appelle d'écartement des rails, c'est-à-dire de coordination des régimes de sécurité sociale qui vous permettent, lorsque vous prenez votre retraite en Espagne par exemple, ou lorsque vous allez travailler en Allemagne, de voir vos droits sociaux vous suivre. Voilà. Enfin, c'est tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas à l'échelle européenne des blocs de protection sociale européenne, ou même une politique européenne en matière de travail, de compétences ou de choses comme ça, ou de jeunesse, malgré le plan Juncker, qui soit lisible. Et donc ce qui fait que la règle qui prime en matière européenne dans le domaine social, c'est la règle nationale. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles
les régimes sociaux dans les grands pays européens sont aussi distincts les uns que les autres. Il y a des familles de systèmes, on est plus proche des Allemands que des Anglais, par exemple, mais nos systèmes n'ont à peu près rien à voir. Quand on regarde, par exemple, ce qu'a fait l'équipe de Levoy, comment les autres ont fait pour réformer leur retraite, on peut en tirer quelques enseignements, techniques, intellectuels, économiques, juridiques, mais on ne peut pas en inférer que c'est transposable tout simplement parce que nos systèmes sont tellement différents les uns des autres. Nos régimes de sécu sont beaucoup plus différents que nos automobiles, malgré la qualité allemande. Voilà. Parce que, tout simplement, les normes se font chacun pour ce qui le concerne et pas collectivement. Donc pour moi, une des réponses de l'avenir, ça sera aussi, si on y arrive, et c'est mal parti de vous à moi, compte tenu de l'état des forces, d'embarquer un peu plus de protection sociale et de politique sociale dans la construction européenne. C'était le vieux rêve de Jacques Delors et il est malheureusement parti un peu tard pour y parvenir. Bon, voilà à grands traits quelques éléments de réflexion. Déjà beaucoup d'éléments de réflexion et d'analyse. Donc je vous remercie beaucoup. Ça couvre bien les questions que nous nous posons. Donc là, je ne ferai pas de commentaires dans ce moment-ci. Je vous propose d'aller directement aux questions, si vous voulez bien. Et je pense qu'elles peuvent être lancées dès maintenant. Alors, si vous pouvez donner votre nom et éventuellement parler assez fort. Voilà. Donc Sylvie Lidji. Je vais essayer, je m'appelle Sylvie Lidji. Voilà, et j'ai été très impressionnée par l'ampleur et des thèmes qui ont été, que vous avez abordés, enfin des facettes plus exactement que vous avez abordées. Vous avez dit quelque chose qui me semble tout à fait exact par rapport à la retraite et par rapport au titre du Monde, là, au projet de réforme, à savoir que on nous promet que tout le monde sera traité de la même manière, on touchera à la même chose pour chaque euro versé de retraite. Et que cette forme d'équité est très bien perçue par les gens. Alors la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ça n'est pas un leurre, un miroir aux alouettes, dans la mesure où, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, admettons, imaginons quelqu'un qui dise, voilà, je veux 60 ans, c'est symbolique, je pars à 60 ans. Il va avoir cotisé, versé un certain nombre, abondé sa caisse d'une certaine manière, et en fonction de son espérance de vie, à l'âge où il décide de prendre sa retraite, et de ce qu'il aura cotisé, il doit percevoir X euros par mois. Très bien. Imaginons que le même individu travaille une année de plus. Il aura cotisé une année de plus, donc plus d'argent dans son escarcelle, et une année de moins en espérance de vie, c'est-à-dire un paquet de bonbons plus gros à diviser en un nombre d'années moindre. Donc sa retraite mensuelle sera plus élevée. Et du coup, c'est incitatif, d'une part, ça incite à travailler plus longtemps. L'idée de la retraite, alors là en ce moment, j'ai pas tout bien compris, on parle d'année pivot, de retraite pivot, d'âge pivot pour la retraite. Enfin, donc, il y aurait 3 âges différents, tout ça est une grande opacité. Et puis, ce que vous disiez très justement, on passe d'une vision collective et solidaire de la répartition vers quelque chose de purement individualiste, c'est-à-dire, en gros, chacun pour sa pomme. Si moi j'ai versé tant dans ma caisse, j'ai droit à tant indépendamment de tout le reste. Et donc, voilà. Oui, écoutez, je réponds peut-être au fur et à mesure, oui, non ? Oui, on verra après pour les autres. À la vérité, le point que vous soulevez existe déjà dans un système en annuité. C'est-à-dire que vous pouvez, comme vous dites, ce phénomène du sac de bonbons un peu plus gros, mais qu'on va consommer sur une durée plus courte, c'est déjà le cas dans tous les régimes de retraite,
quelles que soient les modalités de calcul, puisque le fait de calculer en points n'a aucune incidence sur les paramètres du système de retraite. Le chacun pour soi est pas lié au point, parce que, en définitive, ce qui compte, c'est la valeur du point et ce que vous avez comme politique, en particulier de solidarité, qui vous permet d'attribuer des points. Si vous regardez, je ne sais pas si vous étiez salarié ou si vous êtes salarié, non ? Non, en l'occurrence, pas un petit peu. Ouais. Un petit peu. Bon, bah, vous avez... en général, dès qu'on commence à parler de retraite, on est sur des cas individuels. Donc, mais c'est ça qui est plus concret. Vous avez des systèmes... Les salariés, c'est 85% de la population active. Donc, il y a 85% des Français actifs qui ont un régime de retraite complémentaire, de non-salariés ou de cadres, ou les deux, Arco-Agir, qui fonctionnent en points. Voilà. Donc ce qui compte, c'est le fait que vous décidiez, par exemple, au niveau national, ce qui a été dit hier, qu'on aurait des bonifications dès le premier enfant et pas simplement à partir du troisième, qu'on couvrirait les périodes de chômage, et puis que le cas échéant, on pouvait embarquer des questions de pénibilité. Et à ce moment-là, vous ajoutez des points. Vous considérez que pour tel et tel motif décidé nationalement, il y a lieu de rajouter des points à monsieur X ou madame Y. Et c'est pas très différent du système en annuité, de ce point de vue. La différence entre les annuités et les points, elle se fait pas là-dessus, elle se fait plutôt sur le calcul de la retraite proprement dite, avec cette difficulté qu'on va avoir pour les fonctionnaires, dont la pension est aujourd'hui calculée sur les 6 derniers mois de rémunération et pas sur les 25 meilleures années, alors que là, en points, elle sera calculée sur la totalité de la carrière. Donc il va falloir... En fait, le vrai défi technique, c'est qu'il va falloir, pour des gens qui seront encore en activité et qui auront cotisé quelques années, 10 ans, 20 ans, 5 ans, dans l'ancien régime, transposer leurs droits de leur ancien régime en points. Et ça, j'aime bien vous dire que c'est du travail. C'est pour ça qu'il va falloir peut-être 10 ou 15 ans pour y parvenir, parce que c'est un travail de romain, il faut reconstituer toutes les carrières. Mais il n'y a pas de différence fondamentale sur le plan social. Alors évidemment, on pourrait me dire, oui, mais s'il n'y a pas de décision prise en matière de solidarité, mais ça pourrait aussi advenir sur le régime de retraite tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on valide le régime général des salariés, valide assez généreusement, assez normalement à mon yeux, mais assez généreusement les périodes de chômage, par exemple, qui sont considérées comme cotisées. Il suffirait que demain, le gouvernement ou le Parlement décide de ne plus en valider que le tiers. Tous les gens qui ont connu des périodes de chômage verraient leur pension au moment de la retraite baisser. Et que ce soit en points ou pas en points, ça ne changerait rien, en fait. Voilà. Non. Bon, alors il y avait Jean-Paul de Sertine d'abord et puis Suzanne Georges après. Jean-Paul. Oui, je voulais juste poser une question, puisque l'on dit on pourra toujours continuer à travailler pour accumuler plus de points. Or, notre ami Patrick Artus a sorti hier ou avant-hier une étude qui n'était pas sur les retraites, dans laquelle il y avait un magnifique tableau sur l'emploi dans les différents pays européens entre 60 et 64 ans. Et on découvre qu'en France, on est autour de 25%, oui. De mémoire. On est à 56% en Allemagne, on est à 60% même en Espagne. Donc, on nous dit qu'il faudra travailler plus longtemps, mais quand on regarde la capacité d'emploi, on voit que c'est une pure vue de l'esprit. Puisque si on ne dépasse pas 25% de capacité d'emploi entre 60 et 64 ans, on aura beau toujours nous dire travailler davantage. Vous êtes dans l'eau, si je puis dire. Vous avez raison. En fait, il y a un peu deux phases dans le raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, le taux d'emploi des plus de 60 ans était dramatiquement bas. On est passé de 13 à 25, je crois, en 15 ans. Hein. En 15 ans, on a doublé, ce qui est quand même pas trivial. Bon. Il y a un autre chiffre qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a 20 ans, je crois, ou 15 ans, 2 salariés sur 3 qui prenaient leur retraite n'étaient déjà plus en situation d'activité. Avec les phénomènes de pré-retraite qui se sont arrêtés avec le temps, mais enfin qui avaient fait florès au moment des grandes pics du chômage au début des années 80. Rappelez-vous, tous les plans sociaux de la sidérurgie, de l'industrie auto, etc. Donc on avait une courbe démographique qui était vraiment tirée, totalement déformée par rapport au reste du monde, qui était à mon avis problématique. Cela dit, il y a une étude qui vient de sortir, toujours de France Stratégie, qui a été remise à Delevoye il y a 8 jours,
c'est peut-être là-dessus d'ailleurs que Artus a fait son papier que je n'ai pas lu, qui porte précisément sur l'emploi des seniors en fait. Vous avez tout à fait raison. Et il y a même un double effet qui se coule, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que c'est bien beau que les gens ne se retirent pas du marché du travail avant un certain âge, mais comme on a toujours une population active jeune et dynamique à qui il faut trouver du boulot, on a un peu de mal à tenir les deux bouts de la corde. Donc en fait, ce qu'on gagne quand ça fonctionne en emploi des seniors, on le perd souvent, même si ce ne sont pas exactement les mêmes emplois, les mêmes qualifications, en matière de chômage. Donc je pense que moi je fais partie de ceux qui pensaient et qui pensent toujours que la France était dans une situation anormale et qu'il était plutôt sain d'avoir relevé un petit peu quand même ce taux d'emploi, mais que là où on est aujourd'hui est probablement le bon équilibre. Voilà. Et que... alors, c'est un débat un peu différent de la question individuelle qui consiste à régler son propre problème vis-à-vis de la retraite. Vous voyez, là, on a un raisonnement macro-social ou macroéconomique. Après que chaque individu fasse un choix consistant, s'il le peut, ou si elle le peut, à rester un tout petit peu plus longtemps, et donc est une pension qui en tienne compte, ne me choque pas. La question, c'est toujours comment vous régulez d'un point de vue éthique des choix individuels et une sorte de message collectif qui consiste à dire travaillez le plus longtemps possible et vous en serez récompensé d'une certaine manière. Et je pense qu'effectivement, économiquement, il faut un peu se poser le problème. Quel est le bon âge ? Il n'y a pas d'âge. On peut aussi dire que d'un point de vue presque épidémiologique, si on compare les mêmes strates démographiques à ce qu'elles étaient à la génération d'avant ou encore à la génération d'avant, on n'est plus exactement dans la même situation. Moi, je cite souvent ce chiffre qui m'avait frappé à l'époque. Lorsqu'on a fait la retraite à 60 ans en 1982, l'espérance de vie des ouvriers, à ce moment-là, ayant 60 ans, était nulle. C'est-à-dire que statistiquement, tout le monde était mort. Évidemment, ça n'avait pas de sens. Mais ça veut dire en clair que des gens qui avaient commencé à travailler à 14 ans dans les industries telles qu'on les connaissait dans les années 50-60 avaient une possibilité de bénéficier de la retraite à 60 ans qui était quasiment annihilée par justement ce passé un peu compliqué. Bon, aujourd'hui, quelqu'un qui, sauf drame, à 60 ans, n'a pas, même qui a connu des travaux relativement compliqués, n'est pas dans la même situation que ses devanciers. Donc moi, j'ai pas d'idée absolue sur le fait de savoir si 62 est le bon âge, 63, 60, une sorte de mythologie autour de l'âge de 60 ans. Ce qui compte à mes yeux, c'est la durée d'assurance. C'est pour ça que dès l'automne 2012, on avait permis à des gens ayant commencé à travailler très tôt de partir à 60 ans. Donc on avait recréé un peu le droit à la retraite à 60 ans, mais sur un motif de durée d'assurance. Ça me paraît relativement juste et assez vérifiable. Alors en ce moment, il y a une sorte de débat dans le débat sur... C'est vous, madame, qui avez parlé de l'âge pivot. Ça fait partie des éléments de simplification du discours. Il n'y aura pas d'âge pivot, semble-t-il, d'après ce qu'a dit Delevoye hier. L'âge pivot, c'est quelque chose qui a été inventé à l'ARCO pour dire la chose suivante. Vous pouvez partir à 62 ans, c'est la règle de base du régime général, la dernière réforme de 2010. Mais si vous partez à 63, à ce moment-là, vous aurez un... Enfin, si vous partez avant 63 ans, vous aurez une pénalité qui durera jusqu'à vos 63 ans, pas après. Si vous partez après 63 ans, vous aurez un bénéfice qui durera tout le long de votre carrière. Voilà. Bon, donc effectivement, pour l'esprit commun, et je comprends qu'on raisonne comme ça, on a un âge légal à 62 et un âge pivot en 63, ça ressemble un peu à un piège à rats, quoi. Et donc les gens disent, bon, le gouvernement est en train de nous relever l'âge légal. Il vous a pas, si vous avez regardé les choses d'un peu près hier, a priori, dans ce qui a été présenté aux partenaires sociaux, il n'y avait plus d'âge pivot. L'âge pivot a disparu comme neige au soleil, parce que je pense que les partenaires sociaux ont levé le doigt en disant que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Voilà. Donc mon pronostic, c'est qu'il n'y en aura pas, je peux me tromper, et que donc l'âge légal restera à 62 ans. Enfin, ça veut dire quand même qu'il y a 75, macroéconomiquement, il y a 75% de la population arrivée à 60 ans qui ne pourra pas choisir le fait de travailler plus longtemps. Même si des cas individuels peuvent varier, mais en fait, ça veut bien dire ça. Bah oui, vous avez raison, puisque la loi des grands nombres fait qu'il n'y a plus de réserve d'emploi, ou pas exactement les réserves d'emploi, pour les profils en question. Vous avez raison. C'est un peu le miroir aux alouettes. Mais vous voyez que selon que vous renvoyez le sujet aux individus
qui évidemment peuvent avoir des projections différentes selon le métier qu'ils font et leur état de forme aussi, hein, c'est ça qui compte. Ou que vous avez un raisonnement macroéconomique, le truc n'est pas du tout le même. Et donc je pense pas c'est pour ça que je pense qu'Artus a raison et qu'on ne peut pas, me semble-t-il, dire aux Français travailler plus longtemps au seul motif que, évidemment, avoir 60 ans, 65 ans aujourd'hui, c'est pas avoir 60 ans en 1914, ce qui est vrai, mais on n'a pas forcément la structure d'emploi pour accueillir tous ceux qui veulent travailler. Voilà. Ce qui est d'ailleurs un problème, hein. Les entreprises pourraient aussi s'en occuper un peu de cette affaire-là. Avec une question subsidiaire, c'est qu'un certain nombre de personnes âgées estiment ou n'ont pas de revenus suffisants et cherchent un emploi à partir du moment où elles ont leur retraite. Il semble que ce phénomène augmente dans tous les pays. Et aussi un peu en France. Peut-être pas beaucoup, mais un petit peu en France. Oui, alors il y a des pays qui sont construits autour de ça. Si vous connaissez le Japon, un certain nombre d'entre vous ont dû aller au Japon, il y a tout un tas de travaux de service, notamment conducteurs de bus ou les contrôleurs de bus ou les gens qui sont dans l'espace public, qui ont un âge relativement avancé et qui en fait sont dans une deuxième carrière parce que le système de retraite japonais est d'une extrême sévérité et sauf pour les grandes entreprises qui ont leur régime de pension en capitalisation à l'américaine, le salarié japonais moyen qui a souvent un niveau de rémunération supérieur à ce qu'il est en France a quand même une protection sociale qui est très lacunaire et une retraite qui est souvent de l'ordre de notre minimum vieillesse, quoi. Voilà. Donc, ce sont des choix de société qu'on n'a pas fait. Et il suffit de se promener un peu en France pour se dire que la protection sociale française, finalement, elle n'est pas si percluse de rhumatisme. Peut-être Jean-Claude Henrard et Suzanne Georges après, on joue dans cet ordre-là. Moi, ce qui me frappe, je trouve très intéressant le socle solidarité et de l'individualisation. Mais c'est le seul élément que je vois positif, parce que le débat au jour d'aujourd'hui est d'une pauvreté par rapport à ce qu'il était dans les années 90, c'est sidérant. C'est clair. C'est absolument sidérant. On continue à parler de l'âge de la retraite. Ça n'a aucun sens. La durée, oui. Si on commence à 15 ans, peut-être qu'on peut s'arrêter 40 ans après. Si on commence à 30 ans, parce qu'il y a plein de gens qui commencent à 30 ans. Bon, deuxièmement, on ne parle pas, je dirais, de la durée du travail. Parce que la gauche a été honteuse de la réforme qu'elle a faite. Un, elle a créé des emplois, et deux, elle a permis quand même, éventuellement, de laisser souffler les gens, ou un certain nombre de gens, de développer d'autres activités que le seul travail, ce qui permet, lorsqu'on passe à la retraite, éventuellement de poursuivre ces activités. On parlait à cette époque, éventuellement, d'entrée sur le marché du travail progressif, formation, travail, sortie du travail progressif aussi, tout ça, ça disparaît du débat. C'est vraiment extrêmement affligeant. Quand on voit que les syndicats sont là sur 62 ans, 63 ans, ça n'a absolument aucun sens. Moi, ça fait, depuis 78, j'ai travaillé sur, très peu, parce que c'est pas mon domaine, mais j'ai travaillé dans le rapport, dans le groupe Lyon, qui préparait le 8e plan. C'était des choses qu'on avait déjà inscrites. Et puis ensuite, on fait la connerie de mettre la retraite à 60 ans pour tout le monde. Bien sûr que les ouvriers qui avaient commencé à 15 ans, c'était tout à fait normal. Mais est-ce que le professeur d'université devait... Enfin, lui, il pouvait aller jusqu'à 68 ans, mais je veux dire, est-ce qu'un cadre de banque devait aller jusqu'à 60 ans? Ça n'avait aucun sens. Cette espèce d'uniformisation, et le débat qui était vraiment plus intéressant dans les années 90 est devenu d'une extrême pauvreté. Je suis assez d'accord. Il y a eu un sommet de la réflexion que tu as connu comme moi au début des années 90, en 1990, qui était le livre blanc de Rocard. Exact. Bon, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Il n'a pas beaucoup vieilli. Il a vieilli, entre guillemets, évidemment dans les données techniques, parce que en 1990, ça commence à faire un long bail. Mais le cadre intellectuel qui était là derrière n'a pas beaucoup vieilli. Il y a eu à un moment donné la tentation, ça c'était plutôt avant le retour, avant l'alternance de 97, et c'était notamment porté par Jacques Delors, d'avoir une sorte d'échange, je vais le dire comme ça, entre une réduction du temps de travail
et un allongement de la durée du travail au sens durée de C'est carrière. le parcours de vie. C'était au fond d'essayer de lier dans une optique de parcours de vie les problématiques de retraite et les problématiques de travail. Et ça n'a pas marché, on était quelques-uns à pousser cette idée-là, dont Bernard Brune, avec qui je bossais à l'époque et qui malheureusement nous a quittés assez trop vite, je trouve. Et puis finalement, on n'a pas eu gain de cause et chacun est reparti dans le clivage habituel que tu connais bien entre les gens qui sont spécialisés dans la protection sociale et les gens qui sont spécialisés dans la politique du travail ou dans la politique de l'emploi. Et ce sont deux hémisphères de la politique sociale qui ne se parlent pas. Il faut le savoir. C'est une des raisons pour lesquelles la santé au travail est le parent pauvre de la politique de la santé, c'est que la santé au travail est exactement à l'intersection entre deux univers, deux administrations, deux régimes d'agence. Les uns s'occupent de la santé, les autres s'occupent du travail. Alors, je ne vais pas citer ce point-là parce qu'il est un petit peu microscopique par rapport aux grands enjeux philosophiques qui traversent la protection sociale, mais le diable est dans les détails. Et donc, au fond, dans notre sociologie administrative, le fait que ces deux hémisphères se parlent peu, se rencontrent rarement, explique aussi qu'on a du mal à mettre de la cohérence dans les régimes sociaux et qu'on traite souvent les deux sujets. C'est ce qui est en train de se passer sur les retraites, où on ne traite que les retraites là, dans ce mécano-là, et il n'y a pas de lien avec la politique de l'emploi. Avec l'emploi, le chômage, le retour à l'emploi, la Voilà. formation, enfin c'est Bon, un autre moment. Il faut être honnête, c'est pas un sport qui est très difficile, qui est très facile, surtout en France, mais c'est bien dommage. Je suis d'accord qu'intellectuellement, on a plutôt un peu régressé. Suzanne Georges. Merci. Monsieur, d'abord, je vous remercie d'un exposé que j'ai trouvé tout à fait, je dirais, génial, parce que ça m'aide à m'orienter. Moi, je suis née aux États-Unis. Je me souviens très bien du jour où un monsieur vient frapper à notre porte. J'ai épousé un Français. Et ce monsieur m'apporte une enveloppe avec des allocations familiales. Et je dis à mon mari, je le remercie, mais il me dit, mais c'est votre droit, madame. Et j'ai dit à mon mari le soir, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Peut-être qu'une autre famille bénéficierait plus de cette somme que nous ne sommes pas dans la misère. Et il a été choqué. Il m'a expliqué que c'était un droit absolument pour tous et que c'était bien ainsi et que la France était construite sur ce genre de choses. Bon, alors, l'étrangère que j'étais, que je suis peut-être toujours, puisque je ne vais pas parler de retraite et des choses très précises comme ça, mais il me semble que si vous pouviez dire plus sur ce que l'on peut considérer maintenant comme l'attaque contre les prestations sociales, contre les droits, contre les prestations, contre les services publics, on a l'impression que tous les jours, il y a une autre attaque quelque part qui vient, et c'est un fait de la guerre entre les néolibéraux ou je les appeler comme on veut, mais ce sont des gens d'extrême ou simplement de droite, contre ceux qui ont toujours défendu et qui ont été à gauche, comme le Conseil national de la résistance, et comme d'autres qui ont construit la France de l'après-guerre. Ce qui m'a aussi étonné et énormément attiré, parce que quand j'explique à des Américains ou à d'autres étrangers, mais surtout que les Français qui ne connaissent pas leur bonheur, que j'ai pu faire en France 2 diplômes supérieurs, que mon mari, à la fin de sa vie, a eu 1 année et demie de soins intensifs, d'opérations, je vous passe le détail, mais quelque chose qui, aux États-Unis, nous aurait obligés de vendre la maison pour payer, que c'est absolument un pays remarquable et qu'il faut être en mesure de défendre tout ça. Alors, je ne vous demande pas d'entrer dans le domaine politique, ce n'est pas votre job, je comprends. Mais est-ce que vous pouvez donner un tableau un peu plus, peut-être, qui inclut les droits individuels, les droits sociaux plus nationaux, etc. Parce que si
ça disparaît, c'est pour moi une partie très très importante de la France qui va disparaître. Merci de votre appréciation flatteuse. Bon, je vais parler du Royaume-Uni, mais sans vouloir spécialement cibler les Britanniques, mais c'est quelque chose qui me frappe, parce que j'ai un fils qui vit à Londres, et j'ai vérifié de manière pragmatique et empirique que ma théorie était la bonne. La difficulté en France, c'est que nous avons un système, je le disais tout à l'heure, de protection sociale globale, dans lequel nous investissons le tiers de notre richesse nationale. Oui. Bon, mais personne ne le sait. Et surtout pas les Un Français. tiers du Voilà. budget Du produit intérieur brut, c'est-à-dire Ah, que du voilà, du PIB. Donc le PIB français, c'est un peu plus de 2000 milliards. Et donc on investit le tiers, à peu près 700 milliards, 750 milliards, dans les régimes sociaux. Et nous ne le savons pas et nous ne le disons pas. Et souvent on compare en comparaison internationale. Alors on va se comparer par exemple avec les Britanniques. Les Britanniques n'ont pas d'assurance chômage et ils n'ont pas de politique familiale. Voilà. Donc, quand vous avez un enfant à Londres, sauf si vous êtes dans le plus grand dénuement, auquel cas il y a quand même des services sociaux, eh bien, soit vous arrêtez de travailler, ce qui est un peu brutal, soit vous payez quelqu'un qui, à domicile, va venir garder vos enfants, parce qu'il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de système de crèche organisé, il y a quelques crèches d'entreprise, ce qui est extrêmement coûteux, puisque le système britannique est fondé sur des niveaux de compétences pour s'occuper des enfants, qui fait que, en gros, ça vous coûte au minimum 1000 à 1500 euros par mois. Donc effectivement, quand on compare nos dépenses sociales avec celles de nos amis anglais, on peut se comparer en matière de santé, même si eux sont dans un système de service national de santé, on peut comparer un système financé par les impôts et un système financé par les cotisations. On peut à peu près se comparer en matière de retraite, même s'ils ont un système qui est beaucoup plus privé que le nôtre. On peut le faire parce qu'il y a des données macroéconomiques, mais il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas le faire, puisque tout simplement nous investissons dans des secteurs qu'ils n'investissent pas. Donc, c'est-à-dire politique familiale et assurance chômage. Quand vous perdez votre job en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, soit vous avez un plan de votre entreprise qui prévoit de vous indemniser quelques jours, soit vous n'avez rien du tout, et sauf encore une fois pour les gens qui relèvent des minima sociaux. Aux États-Unis, que vous connaissez bien, c'est un peu pareil. Il y a des plans de santé dans les grandes entreprises. Bon, le plan Obama visait à boucler le système, et donc maintenant c'est davantage compromis. Il n'y a pas vraiment de politique familiale. Quand vous avez des enfants, il ne se passe rien, hein, sauf si votre plan d'entreprise prévoit quelque chose. Et puis en matière de retraite, il y a des fonds de pension, et il vaut mieux être dans le fonds de pension de Coca-Cola ou de General Motors que dans le fonds de pension du coin de la rue qui n'existe pas. Donc là aussi, il y a des trous dans la protection sociale qui sont considérables. On a le meilleur système de protection sociale, non pas au monde, mais en termes de protection et de couverture, et votre exemple le prouve bien, des pays industrialisés. Il n'y a pas effectivement d'équivalent sur l'ensemble du spectre, santé, vieillesse, famille, chômage, il n'y a pas d'équivalent quand on se compare au plan international. Alors, après, il y a un deuxième sujet qui est un sujet plus global, qui est défense et illustration des services publics. Là aussi, je pense qu'on a un problème de civisme. C'est que, d'abord, on a un rapport à l'impôt qui est un peu curieux, puisqu'il y a simplement un Français sur deux qui paye des impôts. Donc, le lien entre le financement des services publics et l'impôt n'est pas, à mon sens, suffisamment assuré. Tout le monde paye des cotisations sociales, et pas grand monde ne paye des impôts. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours été hostile aux réductions d'impôts. Et je pense qu'il faut, au contraire, essayer d'étendre le nombre de gens qui payent des impôts, quitte à ce qu'ils payent un impôt symbolique. Ça ne me choquerait pas que des personnes qui ont des revenus réduits payent un tout petit peu d'impôts. Ça peut être 20 euros par an. Hein. C'est simplement le rapport à l'impôt, le consentement à l'impôt, qui fait qu'on commence à imaginer que les services publics ne sont pas une donnée intangible, et que l'éducation, ça coûte cher, la culture, ça coûte cher, la sécurité intérieure, surtout en ce moment, ça coûte relativement cher. Et donc, si vous voulez, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais il me semble que si on veut refonder une certaine forme de pacte républicain, il faut réexpliquer, refaire la pédagogie sur les régimes sociaux, sur les services publics, montrer que c'est un choix historique qu'on a fait et qui nous tient, comme dirait l'autre,
mais que tout ça a un coût et qu'il faut que ce coût soit assumé collectivement. Il soit assumé en fonction des moyens des gens. Vous savez, c'était la vieille idée de la protection sociale, c'est à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens. On cotise selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins. Moi, ça ne me choque pas qu'une personne, je dirais, très fortunée soit prise en charge si elle est gravement malade, comme celle qui est moins fortunée. Le système social aura prévu qu'elle ait cotisé bien davantage que le premier ait cotisé bien davantage. L'égalité se fait sur la cotisation en matière de santé. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est totalement enfoui dans le débat public, c'est un peu compliqué, qui n'intéresse plus grand monde et qui fait que on a des services publics qui sont d'autant plus facilement attaqués, je mets la protection sociale à l'intérieur, que pas grand monde ne les défend en ayant conscience que c'est un bien collectif. Et donc il faut restaurer la nature de bien collectif de ces systèmes sociaux, sans quoi je pense qu'un jour on aura des attaques auxquelles on ne saura pas répondre, beaucoup plus violentes encore que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous serez toujours dans une société des gens qui pensent que ça va très bien pour eux et qui ne voient pas pourquoi ils paieraient pour le voisin qui ne travaille pas du matin au soir. Ça, c'est quelque chose qui traverse aussi les milieux populaires. C'est pas simplement un débat entre les riches et les pauvres, comme vous le savez. C'est ce que veulent les néolibéraux. J'ai pas besoin de payer pour notre enfant. Ben exactement. Pourquoi il va à l'école? Ils en sont là aux États-Unis. Votre enfant, si vous ne pouvez pas payer son école, Il va chez lui. il n'a aucun droit. Moi, je n'ai pas de responsabilité pour lui, ni pour sa santé. Tout ce que vous faites, c'est votre possibilité personnelle. Si vous travaillez, vous allez surmonter tout cela. Tout ce qui peut vous arriver dans la vie. Alors, où vous payez? Vous payez des assurances dans tous les domaines, vous payez les écoles, vous payez l'université très cher. Vous maîtrisez un doctorat sont absolument impensables si vous n'avez pas d'argent ou si vous n'empruntez pas beaucoup. C'est une question de fond. C'est pas un pays vivable. Est-ce que les Français, vous avez dit à peu près, les Français ne connaissent pas tous leur bonheur. Voilà. On peut le dire comme ça, oui. On peut leur faire connaître par l'impôt, oui. Mais c'est peut-être pas le seul moyen. Non, c'est pas très attractif de payer des impôts, malheureusement. On peut pas se faire élire sur cette base-là. Robert Bistolfi. S'il est souhaitable d'aller vers une plus grande individualisation, tout en sauvegardant un socle de solidarité important, la question qui est posée est de savoir comment dans le temps on peut maintenir un équilibre correct entre les deux. La question apparaît parfois dans le débat public un peu biaisée. À travers la discussion sur les points et les conditions de modification du point des retraites, Oui. est-ce que dans ce cas-là, la crainte qui est avancée parfois est que le gouvernement pourrait, en fonction d'une majorité politique ou autre, avoir des décisions dans ce domaine qui pourraient être antisociales? On peut imaginer des conditions de concertation au niveau de la fixation des points dans l'évolution du temps. Oui, alors, il y a ce qu'on appelle le pilotage des régimes. Donc, vous avez soit des systèmes à la suédoise de pilotage automatique, c'est une vision aéronautique des retraites. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde deux, trois paramètres. On regarde l'équilibre financier du régime en longue période. On regarde on regarde l'équilibre financier du régime, le rendement du régime, c'est-à-dire spontanément quel est le pourcentage de la retraite par rapport au dernier salaire, est-ce qu'il se dégrade, est-ce qu'il s'améliore, etc. Et on regarde la macroéconomie, c'est-à-dire la productivité, le taux de croissance, l'inflation, etc. Et vous avez des mécanismes de correction automatique en Suède, par exemple, qui font que dès qu'il y a un de ces paramètres vitaux qui bouge, on augmente les taux de cotisation ou on va un petit peu réduire la valeur du point. Voilà. Et personne ne moufte, si je puis m'exprimer ainsi, et c'est à la suédoise, quoi. Donc c'est la discipline nordique. On se réveille un matin et on se dit « Ah bah tiens, on a perdu 3% ou on a gagné 3% parce que c'est la règle commune et que tout ça est à bord. » Alors c'est un peu surveillé parce qu'évidemment, il faut que ces données techniques soient maniées par des personnes de l'art, mais
ça fait partie du consensus politique. Là, on sera dans un système semi-automatique, donc il faudra qu'il y ait une gouvernance avec les partenaires sociaux qui décidera, comme ils le font aujourd'hui à l'ARCO et à la GIRC, en fonction des mêmes paramètres, d'augmenter les cotisations ou pas, employeurs ou salariés ou les deux, ou d'ajuster la valeur du point, puisque la valeur du point, c'est, dans un régime par point, par définition, l'élément central de régulation. Et donc, chaque année, vous avez un point qui vaut, je dis n'importe quoi, 1 euro. Donc, est-ce que vous le revalorisez l'année d'après selon les prix, selon l'évolution des salaires ou pas? Et puis, vous pouvez aussi inventer des mécanismes, ce qu'on appelle le taux d'appel. Par exemple, l'ARCO, plutôt que d'augmenter les taux de cotisation, appelle une cotisation plus forte que prévu en disant cette année, le taux de cotisation, ça sera 110% du taux de cotisation. Vous deviez 4%, vous allez devoir payer 4,40. Voilà. Bon. Donc, en fait, la vraie question, c'est celle de la gouvernance du système. Est-ce que vous êtes dans un système rigide, avantages et inconvénients, ou est-ce que vous êtes dans un système où il y a un pilotage, et quelle est la part dans ce pilotage entre l'échelon politique et l'échelon social? Donc ARCO-AGIRC, c'est un système dans lequel l'État n'intervient absolument pas, qui est purement conventionnel. Dans le futur régime, il y aura sans doute un partage des tâches entre l'État et les partenaires sociaux qui reste à définir, qui n'est pas encore très clair. Voilà. Moi, j'ai pas de... Enfin, j'aimerais bien le système suédois parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien, je trouve ça plus simple. Je peux comprendre qu'il faille des étapes pour y parvenir. Donc comme l'ARCO a très bien fonctionné jusqu'à présent, prenons peut-être appui sur quelque chose qui a bien fonctionné de la vie générale de ceux qui y siègent, et puis pendant quelque temps, expérimentons ce système. Voilà. Tu voulais encore intervenir, Jean-Claude? Je ne peux pas trop prendre la parole. Si d'autres... Oui, pour changer un peu. Hein. Denis Lafont. Finalement, ce que je comprends de la réforme, c'est qu'on va principalement vers une simplification basée sur le régime général, puisque finalement les règles restent les mêmes, comme vous le disiez, puisqu'on a toujours le régime à points ARCO, AGIRC versus ce qu'on aura, et les trimestres seront convertis en points. Donc quelque part, on va vers une simplification, et voilà. Donc ça va être compliqué avec les syndicats concernant les 30 ou 41 autres régimes, ou 37, ou je ne sais pas combien, notamment pour les fonctionnaires. Donc il va y avoir beaucoup de bagarres, mais quelque part, le modèle reste le même pour moi, vu de ma fenêtre. Et ce qui est un peu dommage par rapport à ce que vous disiez, c'est que les autres paramètres, la durée de travail, notamment, ne changent pas, alors que de mon point de vue, notre modèle de société change énormément. Enfin, tous les jours, j'entends des gens qui ont 40 ans, qui décident d'aller vivre à la campagne. D'ailleurs, j'ai entendu aujourd'hui à la radio, à France Inter, qu'il y avait une migration de plus en plus importante de gens de la ville, diplômés et non diplômés, qui décident de changer de modèle de vie et d'aller vivre à la campagne, etc. Et toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte. Et moi, ce que je voulais revenir un petit peu sur le revenu universel, parce que malgré tout, notre modèle de société 89, c'est la fin d'un modèle de société, chute du mur. Pour moi, 2008, c'est un peu le début d'un modèle de société, c'est celui du modèle libéral capitaliste qui est en train de... Il y a des soubresauts, on voit d'ailleurs qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde. Et je crois quand même qu'il faut inventer, et petit à petit, j'ai l'impression que les citoyens sont de plus en plus prêts à changer de modèle de vie. Et c'est vrai que je crois, moi, personnellement, au revenu universel, non pas celui de Hamon, parce qu'il a été complètement dévoyé, ni celui que vous avez présenté, parce que pour moi, le revenu universel, c'est donner à chacun un montant qui lui permet de choisir de sa vie, de ne pas travailler, de partir vivre à la campagne, et de vivre peut-être avec cet argent-là. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas 600 ou 800 euros, c'est pas d'uniformiser les minima sociaux comme c'est prévu, mais c'est de donner peut-être 1000 ou 1200 euros. Charge ensuite à chacun de travailler ou de ne pas travailler. Et ça permettrait de simplifier énormément de choses, peut-être de supprimer d'ailleurs tous les fonctionnaires qui travaillent sur le calcul de l'assurance vieillesse. Il n'y aurait plus de demande de retraite pour la partie trimestre, l'assurance vieillesse. Ça permettrait de simplifier d'ailleurs aussi tous les régimes d'aide, RSA, etc., allocation familiale d'ailleurs également, puisque moi je pousserais même à donner une somme progressive à l'enfant dès qu'il a, dès qu'il naît, supprimer le quotient dans le calcul des impôts.
Et finalement, alors j'ai lu pas mal de choses il y a des années, pour moi c'était ça ce qui était cru il y a des années, et tout ça a été voilà, est parti dans des chemins qui sont pas du tout ceux-là. Donc enfin, c'était plutôt une remarque, si vous voulez, que je voulais Non, faire, mais je comprends. parce que j'ai l'impression que le citoyen est de plus en plus prêt à changer. Et en fait, on ne fait que, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que la simplification sur la régime, ça me paraît indispensable, mais on ne change pas, quelque part, notre modèle. Voilà. De société. De société. De société. Et on va être vers des variables d'ajustement, parce que j'avais effectivement entendu parler, enfin, ce que vous disiez, sur les régimes de la valeur du point, le montant des cotisations, on aura toujours ces variables d'ajustement, et voilà. Sur le régime universel, le revenu universel, il y a une variante avec laquelle il est souvent confondu à tort, qui est une expérience britannique qui a un peu tourné court, mais sur laquelle je pense on peut imaginer quelque chose qui est moins ambitieux que ce que vous dites, qui est un peu le capital de départ. Donc c'est autre chose, c'est de dire il faut doter tous les jeunes, et là sans considération de revenus des parents, etc., d'un capital de départ. Alors il y a 1000 formules possibles, qui vous pouvez le libérer d'une manière différente. C'est-à-dire ça peut être un compte individuel à la naissance qui va travailler et puis qui va un peu comme l'assurance vie au moment où le jeune va pouvoir prendre son envol, donc en gros à partir de 16 ans s'il veut être apprenti, ou 18 ans ou plus tard, qui va lui mettre le pied à l'étrier. Donc ça, c'est une mécanique qui a été très étudiée par les Américains notamment et par les pays nordiques, qui consiste justement